Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Le crâne de cristal. Ben oui, Mathieu, le crâne de cristal que tu as probablement découvert en regardant l'épisode, en fait, la quatrième... Le quatrième volet de la série d'Indiana Jones, hein, et le royaume du crâne de cristal. Donc, cette histoire, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que il y a deux éléments qui touchent notre histoire d'aujourd'hui qui est liée à Indiana Jones. D'abord, cette histoire de crâne de cristal. Dans le film, on le montre bien. Bon, c'est un crâne un peu comme d'extraterrestres qu'ils vont, eux, trouver. Et il a des espèces de pouvoirs fantastiques, ce crâne. Et ça, on s'inspire directement de la véritable légende du crâne de cristal. Et le personnage d'Indiana Jones est en fait une image composite de toutes sortes d'aventuriers qui ont marqué l'histoire des découvertes au début du 20e siècle. Et parmi ces aventuriers, il y avait un type qui s'appelait Frederick Mike Mitchell Hedges, qui était un Britannique. C'était à la fois un poète, un écrivain, un archéologue, un aventurier. Bon, tu vois à peu près le genre. Assez proche de l'image qu'on se fait d'Indiana Jones. Alors, je te raconte cette histoire du crâne de cristal. D'abord, la version que tu vas retrouver dans les livres ésotériques, mystiques et occultes, hein, qui aiment bien raconter des histoires surnaturelles et mystérieuses. On est au début des années 1920, on se trouve en Honduras britannique qui va devenir éventuellement le Belize. Et là, ce Mike Mitchell Hedges entend parler par des locaux qu'il y aurait près des montagnes Mayas, c'est le nom de la chaîne de montagnes, il y aurait des ruines qui ne sont pas connues des Occidentaux. Alors, il n'en faut pas davantage pour que finalement, il affronte les crocodiles, la malaria et tout ce que tu voudras pour qu'il se rende là-bas et va mettre à jour les ruines d'une ville qui s'appelle Lubantum. Les archéologues, comme c'est l'Honduras britannique est sous domination britannique, en 1925, les autorités vont autoriser des fouilles pour que l'on puisse mettre à jour, dégager les fameuses ruines. Et voilà que c'est à partir de là que notre histoire va soudainement s'enliser dans la légende. On raconte que dans les derniers mois de 1926, la fille adoptive de Mike Mitchell Hedges, une femme qui s'appelle Anna Le Guillon, hein, c'est à ce moment-là, au début de la vingtaine, c'est d'ailleurs une Canadienne, hein, elle est née tout près de Kitchener, elle a été adoptée par Mike Mitchell Hedges. Donc, à la fin décembre 1926, elle est sur le site des fouilles et elle et d'autres enfants des ouvriers décident de monter sur un des temples. Et là, alors qu'on est à l'heure du midi, le soleil est à son zénith, lorsqu'elle regarde à travers le plancher, elle voit sur le temple une espèce de fissure et quelque chose qui brille en dessous. Elle en parle à son père, les ouvriers vont dégager la plateforme et là on se retrouve le 1er janvier 1927, hein, pour nos éphémérides du mois de janvier. Oui. Et après avoir dégagé la plateforme, on voit au fond d'une espèce de puits un objet brillant. Mike Mitchell Hedges demande à sa fille si elle va aller chercher l'objet, puisque c'est elle qui l'a découvert en quelque sorte. L'affaire semble peu risquée, elle est d'accord, on place un palan, on harnache la jeune fille avec un équipement nécessaire et on la descend dans le puits. Une fois arrivée au fond du puits, elle fouille un peu la terre meuble, prend cet objet qui a à peu près la taille d'une noix de coco, l'enveloppe dans son chemisier et on l'amène à l'extérieur. Lorsqu'elle sort du trou, elle donne l'objet à son père. Et ça, je te raconte bien la légende, telle qu'on la raconte. Donc, elle donne l'objet à son père. Avec un mouchoir, il l'essuie et il exhibe ceci. Ah, tu l'as en plus? La partie haute d'un crâne humain parfaitement sculpté, dont il manque le maxillaire inférieur. Donc, écoute, il exhibe... Vous voyez pas à la maison, là, mais il m'a sorti ça de son chemisier, dont j'ignorais la présence, pas du chemisier, mais du crâne. Et donc, il exhibe cette partie-là. Et là, les indigènes qui sont autour de la pyramide, évidemment, se jettent tous à genoux en disant « c'est le crâne de cristal ». Dans les jours qui suivent, les archéologues vont mettre à jour la maxillaire... C'est un vrai très hâte. Il a sorti le bas de la mâchoire de sa poche. Il sort donc le maxillaire inférieur. Les ouvriers vont trouver le maxillaire inférieur. T'es sûr que c'est pas ton dentier, ça? Non, absolument pas. Et là, éventuellement, ces deux pièces qui s'emboîtent vont devenir le crâne de cristal. Selon la légende, Mitchell Hedges va remettre le crâne aux Indiens mayas. Les Mayas vont le garder pendant quelques années et au moment où les travaux vont s'achever, les Mayas vont redonner les deux morceaux à Mitchell Hedges pour qu'il la ramène avec lui en Angleterre. Le crâne tombe dans une période, disons, un peu d'inconnu.
Et puis voilà que au décès de Mike Mitcheledge en 1959, le crâne devient la propriété de sa fille unique, Anna Mitcheledge, qui, elle, va en faire la promotion et qui va raconter l'histoire de la découverte du crâne. Et depuis, l'objet est devenu symbolique, une légende et tout ce que l'on comprend. Mais les recherches menées par des historiens ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. Okay. Il faut savoir que le crâne de cristal, Mitcheledge n'en a jamais parlé. En fait, il n'en parle qu'une seule fois dans un ouvrage qu'il publie en 1954 qui s'intitule « Le danger est mon allié », Danger's my ally, et dans lequel il parle du crâne de cristal en disant « J'ai un crâne de cristal ». Il dit pas comment le trouver, d'où il vient. Il dit, j'ai un crâne de cristal. Il doit avoir à peu près 3600 ans et les anciens Mayas l'ont probablement utilisé lors de rituels. Mais il n'ajoute aucun autre détail à propos de cela. Et éventuellement, dans les versions successives de son ouvrage, les rééditions du livre, il va entièrement retirer ce passage-là. Ça devient un peu mystérieux. Okay. En 1959, lorsqu'il décède et que sa fille va hériter du crâne, c'est elle qui va se mettre à raconter la légende qu'elle a trouvé le crâne ou d'une pyramide, donc toute l'histoire que je t'ai racontée. Mais les historiens, en fouillant, découvrent en fait que le crâne, on en avait déjà parlé en 1935 dans un journal. Il était la propriété d'un collectionneur et n'était qu'une vulgaire reproduction d'un crâne humain taillé dans un morceau de quartz. Un peu comme t'as là. Voilà. Et ce crâne a été vendu en 1943 chez... La mâchoire lui tombe. Et le crâne a été vendu en 1943 chez Sotheby's par son propriétaire à l'époque. Et tu devineras jamais qui en a été l'acheteur pour 400 livres sterling. Pas M. Hedges, toujours. Voilà. Mike Mitchell Hedges est l'acheteur du crâne. Donc, on comprend pourquoi... Mais là, c'est moins le fun comme histoire, par exemple. Donc, tu vois, toute l'histoire... Je pense que t'as pas commencé avec ce bout-là, parce que... on n'aurait pas eu de chronique. Donc, tu comprends, on sait que l'histoire du crâne de cristal trouvé dans une pyramide au Belize, toute cette histoire-là a été inventée mot à mot par Anna Mitcheledge, qui a raconté ça, qui s'est fait une carrière dans les milieux ésotériques et mystiques. Et pour si on peut dire, le clou final, en 2008, elle a prêté le crâne, parce qu'elle est décédée en 2007, son mari a hérité du crâne. En 2008, il a remis le crâne à la Smithsonian Institute aux États-Unis, qui ont procédé à des analyses et qui ont démontré qu'il y avait des traces d'outils modernes sur le crâne. Donc, il a été poli avec des outils modernes, probablement un artefact fabriqué au 19e siècle, à une époque où il y avait énormément d'intérêt pour l'archéologie du Mésoamérique et l'archéologie égyptienne. Donc, il y avait une effervescence et on faisait des artefacts et c'est probablement à ce moment-là que le crâne a été fait. Donc, c'est une fraude. Malheureusement. Bon, là, je sais, m'arriver à la maison, m'envoyer plein de courriels. Non, mais écoute... Mais au moins, t'as vu une reproduction du crâne de cristal. Ce gars-là est un comédien. Hein. J'avais une troupe de théâtre, là. Je t'engagerais tout de suite.